Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons-en, le podcast lancé par Pensez-y, votre BDE préféré. Aujourd'hui, pour ce second épisode, je suis entourée de 3 étudiants en soins infirmiers pour parler des stages, de leur vécu, comment ça se passe. Donc je vais laisser la parole à Romane, Lisa et Théo qui vont dans un premier temps se présenter. Enchantée, moi c'est Romane, je suis étudiante infirmière en 3e année et mon prochain stage est en soins intensifs cardio au CHU. Salut, moi c'est Lisa, je suis également en 3e année et mon prochain stage est en soins intensifs et pathodigestifs également au CHU. Et moi c'est Théo, je suis étudiant en 2e année et mon prochain stage se fera en USLD gériatrie. Mais je crois qu'on reviendra un peu sur le terme USLD tout à l'heure. Ouais, on développera un petit peu plus ce que ça veut dire. Alors justement, la première question, ce serait de présenter globalement l'organisation des stages dans notre formation. Donc que ce soit les typologies, la durée, le nombre de stages par an. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus les bases au final des stages infirmiers ? Pour commencer, on peut commencer déjà par le nombre de stages qu'on a par an. Donc en 1re année, en 2e année et en 3e année, on a 3 stages, mais qui sont de longueurs différentes. En 1re année, on a 3 stages qui durent 5 semaines, qui sont répartis différemment, hein. C'est pas pareil selon chaque année. En 2e année, on a un stage au semestre 3 de 7 semaines, et au semestre 4, on a 2 stages de 5 semaines. Et enfin, en 3e année, au semestre 5, on a un stage de 10 semaines, qui est du coup le stage le plus long sur les 3 ans, et un stage de 7 et 8 semaines qui se suivent, qui sont OS6, et d'ailleurs on termine notre année et notre formation par ces 2 stages. Mais ça, je crois que c'est que pour notre IFSI. Enfin, la durée de stage est variante en fonction des IFSI. Ah oui, ça varie selon les régions et les IFSI. Ouais. Par contre, au niveau des typologies de stages, par exemple, courte durée, etc., c'est pareil partout, il me semble. Oui. Déjà, est-ce que vous pouvez faire un retour des typologies qu'on peut rencontrer en formation infirmière ? Déjà, il y en a 4. Donc, comme tu l'as dit, il y a la typologie des stages en courte durée. Après, il y a cycle vie, donc en gros, c'est un stage en lieu de vie. Il y a également la typologie psychiatrie. Et la 3e typologie, c'est SSR et longue durée. USLD, du coup. On a la longue durée aussi. Oui, c'est SSR et SLD mélangés. Voilà. Ah oui, ouais. Et donc, du coup, durant notre formation, on est obligé de faire les 4 typologies de stage. Ok. Est-ce que vous avez des exemples, par exemple, de services de chaque typologie, par exemple, pour éclairer un peu ceux qui ne savent pas trop, par exemple, courte durée, je sais pas si ça parle à tout le monde. Si, je pense qu'on peut en faire à chacun. Pour la courte durée, par exemple, ça peut être les services type au CHU, ça peut être les pathos, ça peut être de la médecine générale, ça peut être de la cardio, ça peut être du soin intensif si on va plus loin, ou de la réanimation, parce que ce sont des courtes durées, ça veut dire que ce sont des patients qui restent au maximum 1-2 semaines, 3 au grand max. C'est vraiment des stages où les patients ne vont pas rester longtemps et il va y avoir une prise en charge qui va être courte. C'est là où on traite un peu la phase aiguë de la maladie. C'est globalement les services de médecine et chirurgie. Oui, principalement. Ouais, c'est ça. Principalement, Moi, c'est ça. Mon dernier stage, là, c'était en chirurgie uro-digestive vasculaire. Et du coup, c'était ça. C'est ça, donc oui, ça regroupe chirurgie et médecine, et il y a tous les sous-catégories, on peut dire donc cardio et patho. Et lieu de vie, ça correspondrait plutôt à EHPAD. C'est ça. EHPAD libéral. Le libéral aussi est considéré comme un lieu de vie, ou alors en collège, en lycée également. Il y a la masse aussi, je crois, qui peut être considéré comme un lieu de vie. Alors ça dépend un peu où est-ce qu'on va, ça peut être de la psy ou du lieu de vie, mais généralement c'est considéré plutôt comme du lieu de vie. Il y a les soins à domicile également qui sont considérés comme du lieu de vie. Ok. Ensuite, il y a la psy. Donc tout est dans le nom, unité psychiatrique. Ça peut être unité d'admission ou de... Alors ça, admission, réadaptation, ouais, moi j'ai fait réadaptation. Ça peut être addicto, parce que ça peut être aussi des services qui sont dédiés à une spécialité en particulier dans psychiatrie, donc par exemple l'addictologie, comme l'admission est une spécialité aussi par elle-même. Et il y a le SSR psychiatrique, donc ça peut être placé en SSR SLD, mais c'est souvent placé en psychiatrie. Mais je sais qu'il y a aussi des unités carcérales en psy, mais assez limitées quand même. Par exemple, on a celle de Guillaume Régnier. Ouais. Donc, nous, à Rennes, en tout cas, on a celle de Guillaume Régnier, où on a une unité carcérale à l'intérieur de Guillaume Régnier. Donc, c'est considéré comme un stage psy, mais c'est très spécifique. Et les étudiants, généralement, sont envoyés dans la fin de 2e ou début de 3e année. Et donc, c'est assez explicite et en même temps assez vague, finalement, les typologies. Exactement.
Et donc, la prochaine question, c'est après avoir réalisé vos premiers pas dans ces stages infirmiers et maintenant, avec on peut dire pas mal d'expérience, est-ce que l'immersion dans la profession infirmière colle avec l'idée que vous faisiez du métier avant d'arriver à l'IFSI? Est-ce que ça correspond à vos attentes, à l'idée que vous aviez du métier en fait? Je pense que moi, je vais reprendre la première année, je serai après sur les autres. En première année, quand on arrive, faut pas oublier que le métier infirmier, c'est aussi le métier de soignant. Et quand on arrive en métier infirmier, on voit les soins, la prise en charge, mais on oublie que de base, un infirmier, c'est aussi un aide-soignant. Donc en première année, on voit aussi beaucoup les soins les plus globaux. Ça veut dire des toilettes, ça veut dire faire des lits, faire du ménage, s'occuper des personnes. C'est avoir une approche complètement différente. Et c'est important, parce que c'est une grande partie du métier d'infirmier. Et c'est ce qu'on voit beaucoup en première année et on se rend compte dans les années qui suivent que c'est très important parce qu'on demande ses capacités dans les stages. Et même après, quand on travaille, c'est quelque chose qu'on réalise tous les jours sans s'en rendre compte. C'est la base du métier en fait. Exactement. Bah moi je pense que du coup je te laisserai la troisième année parce que je suis qu'en deuxième année, Lisa. Mais pour le premier stage que moi j'ai fait en deuxième année, c'est vrai qu'on est un peu plus lâché dans le grand bain, on va dire. On aura un peu plus de responsabilité. Il y a vraiment une marche de progression, une grosse marche de progression entre la première année et la deuxième. Je sais que moi, mon dernier stage, je savais absolument pas faire de plan de soins, etc. en rentrant. À la fin de mon stage, je faisais mes plans de soins de ma journée pour tous mes patients, etc. Donc il y a vraiment un énorme gap entre les deux, quoi. Bah, pour la troisième année, il y a encore une plus grande marche, c'est limite un escalier. Et on peut facilement appréhender ce passage de la deuxième à la troisième année. Mais en fait, face au retour des étudiants de notre promo, je pense que Romane, t'es d'accord avec moi. Totalement. Au final, l'autonomie, ça s'acquiert et on l'apprend on pense l'apprendre nous-mêmes en stage, mais en fait, c'est vraiment ceux qui vont nous encadrer, nos tuteurs qui vont nous l'apprendre. Et ça fait pas forcément peur. Après, pour moi, pour répondre à la question de base, oui et non, je dirais que oui. Je m'attendais à ça, faire des soins aides-soignants, mais également faire des soins dits techniques, donc propres à la profession infirmière. Mais on va dire que avec la pandémie, il y a certaines choses qui ont changé et du coup qui font que la profession a un peu changé, mais c'est pas forcément négatif. Donc voilà. Et c'est vrai que sur les 3 années, l'idéal du métier change un peu. Parce qu'en première année, on appréhende, on ne sait pas forcément tout ce que c'est un stage, tout ce que c'est des soins, etc. Et on arrive en deuxième année, on a un peu plus de liberté, on fait plus de choses, plus de soins techniques. Là, on passe une vraie marche, on se rend compte qu'on rentre dans le métier d'infirmier, surtout en fin de deuxième année. Quand on arrive en troisième, on se rend compte qu'en troisième année, on nous dit « vous allez être autonome, dans 9 mois, vous êtes diplômé. Là, vous êtes vraiment dans la capacité infirmière. » Et quand on rentre en stage, c'est vrai qu'on laisse une autonomie qui est beaucoup plus grande qu'en première année, ce qui est normal, mais aussi beaucoup plus agréable parce que du coup, on entame vraiment le métier d'infirmier, ce qu'on va faire plus tard et qui va, là, du coup, nous permettre de voir plus clairement ce que c'est notre idéal infirmier, en tout cas de savoir notre métier, et de voir si oui ou non ça correspondait à nos attentes et de confirmer sur les 3 ans qu'on a bien évolué et qu'en effet, on a aussi créé, nous, notre idéal infirmier, parce que c'est aussi notre idéal à nous. Et donc suite à vos retours, on pourrait dire que finalement, faut pas se décourager à la première année quand on voit vraiment le côté nursing des soins, où on peut se dire en fait, il n'y a pas du tout de technique qui va venir plus tard au fil des années, parce que les professionnels vous font plus confiance, que ce soit déjà en deuxième année, comme tu as dit Théo, où il y a une marche entre la première et la deuxième année, et la deuxième marche encore plus conséquente, de la deuxième à la troisième, où là, comme tu l'as dit, c'est ok, vous êtes étudiant, bientôt vous êtes infirmier, donc encore plus d'autonomie, encore plus de soins, et il faut peut-être pas idéaliser en fait en première année trop de soins techniques, parce qu'il faut se laisser le temps aussi. Je sais pas comment vous l'avez vécu, vous, votre première année. C'est peut-être un peu long pour vous les filles en troisième année. Ça permet de voir une vue différente en troisième année. Ce que je voulais rajouter aussi, on parle beaucoup en première année on n'est pas trop professionnel, en deuxième année ça commence à arriver, et en troisième année on doit être de vrais professionnels. Mais en fait, il faut aussi se rassurer, c'est que à un moment donné, on va tous passer ce cap de on se sent plus professionnel que étudiant. Sauf que ça peut arriver, certains, ça peut arriver dès la première année, selon le parcours qu'on a eu avant.
et d'autres ça va arriver que au dernier stage en troisième année, et il faut vraiment pas s'inquiéter de ça en fait. On aura tous ce déclic à un moment donné, et parce que je sais que ça stresse beaucoup d'élèves, d'étudiants, et faut pas avoir peur. Surtout pas de la première année où les soins sont basés sur le nursing et on se dit oh là là, on fait ça tout le temps, ça peut être très long, très redondant, moi j'ai envie de voir des soins, j'ai envie de faire... En fait, on va les faire, mais un peu plus tard. Et il faut ce laps de temps d'apprentissage qui est très important pour pouvoir arriver en troisième année sereinement, pleine de confiance, en voulant faire des soins qui nous correspondent, en voulant devenir l'infirmier qu'on souhaite. Et comme elle dit Lisa, ça se peut que ça sera... Il y a des stages où on se dit des fois « Oh, je me plais pas trop, enfin je sais pas, c'est pas vraiment ce que je veux faire. » Et on va tomber sur un stage, peut-être le dernier. Et là, on va se dire « Là, c'est ça que je veux faire. Ce métier-là, dans ce service-là, et être l'infirmier que je vais être, c'est celui-là. » Et ça sera pas la même chose qu'en première année. Et en revenant en arrière, on se dira « Mon parcours, il m'a servi à quelque chose, mais il me sert encore toujours aujourd'hui. Et il m'a permis de créer au fil des années l'infirmier que je voulais être. » C'est ça. C'est un peu sur ce que je voulais revenir, c'est qu'en final, on a 3 stages par an pendant 3 ans. La durée de formation, c'est 3 ans, ça nous fait 9 stages au final. On évolue step by step, hein. C'est vraiment la première année, c'est le minimum, comme disait Romane. On fait la base, on connaît et on fait les soins de nursing. Et puis après, les 2 dernières années, on va dire, on se spécialise, mais on s'oriente vers notre futur projet pro et vers les services vers lesquels on veut être, le futur professionnel qu'on veut être. Oui, c'est ça. Puis je pense que ce qui est important aussi, c'est de souligner le fait qu'il ne faut pas perdre confiance en soi en première année en se disant les professionnels ne me laissent pas faire de soins techniques parce que je suis en première année, je fais que du nursing. Ça ne veut pas dire qu'on est un mauvais étudiant, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas compétent, c'est tout simplement qu'en première année, on voit surtout le nursing et ce qui est, je pense, comme on a dit, la base, et il faut déjà valider ces compétences-là et être à l'aise avec pour ensuite, comme tu as dit Théo, aller step by step et faire des soins encore plus compliqués. Donc ça ne veut pas forcément dire que si en première année, on ne vous laisse pas faire de soins très compliqués, c'est pas pour autant que vous n'allez jamais en faire de votre formation, c'est pas pour autant que vous n'allez jamais en faire de l'année, parce que ça se trouve, le tout premier stage, forcément, on voit vraiment la base du métier, mais qui sait, peut-être qu'au deuxième stage, vous aurez un stage très technique et où là, vous pourrez voir beaucoup de soins. Et ce premier stage où vous aurez eu les connaissances, les bases, plus côté aide-soignant, qui, encore une fois, c'est le côté aide-soignant, mais c'est la base de notre métier infirmier. C'est le rôle propre. Voilà, c'est le rôle propre. Ça pourra nous servir pour les prochains stages, parce que sans ça, l'un ne va pas sans l'autre. En fait. Et même plus tard, une fois diplômé, c'est ce qu'on entend souvent, c'est que l'aide-soignant ne peut pas travailler sans l'infirmier, et vice-versa. Il ne faut pas l'oublier, l'objectif de la fin de la première année, c'est quand même l'équivalence du diplôme d'aide-soignant. D'ailleurs, c'est le métier après, généralement, qu'on exerce les week-ends, qui nous sert, où on va aller travailler les week-ends en EHPAD, en lieu de vie. Et d'ailleurs, on va être reconnaissant d'avoir ce diplôme-là, parce qu'on va aussi développer des compétences en travaillant en tant qu'aide-soignant. Ça va aider la faculté à s'adapter, de l'autonomie, à savoir qu'est-ce qu'on veut réaliser, prendre des décisions. C'est super important. Et comme on dit, il faut des bases. Alors, c'est un soin, n'importe qui peut le faire. Si on le montre à quelqu'un, il peut le répéter. Par contre, un soin réfléchi, où tu sais c'est quoi les conséquences, tu sais pourquoi tu fais ça, à quelle pathologie, quelle personne, bah ça, c'est un soin d'infirmière. Et pour tout ça, il nous faut des bases. Et ces bases-là, elles sont en première année, avec le métier d'aide-soignante. Et le diplôme qui arrive d'ailleurs à la fin de la première année. Ouais, si on a validé, je crois que pour avoir l'équivalence du diplôme aide-soignant, il faut du coup valider compétence 3, du référentiel et les soins d'urgence. Ouais, compétence 3, 1, 6 et soins d'urgence, si je ne me trompe pas. Oui, et donc comme tu as dit, on pourra ensuite remobiliser non seulement ces compétences, mais en plus le diplôme qui nous est fourni à la fin de l'année. On va développer ça dans un prochain épisode, mais ça nous permet de travailler les week-ends, ça nous permet de travailler pendant les vacances avant d'avoir le diplôme infirmier. Et ça peut aider beaucoup d'étudiants à arrondir les fins de mois, donc c'est pas plus mal non plus. Et avoir confiance en soi. Parce qu'on dirait pas comme ça, mais travailler et prendre son autonomie en tant qu'aide-soignant, avoir un service, un secteur à nous-mêmes, c'est prendre confiance en soi et prendre confiance aussi dans oui ou non je veux faire ce métier, oui ou non je suis faite pour ça, et oui j'en ai les capacités, et je sais prendre des décisions, et quand je retourne en stage, passer ces grosses marches de 2e et 3e année, je me sens plus à l'aise. Et c'est vrai. Et c'est vrai, et ça marche, et cette expérience-là, il faut s'en servir comme un point positif, comme quelque chose qui va vous nourrir toute votre vie. Et surtout travailler la posture professionnelle aussi. Oui. Totalement d'accord. Maintenant, on va aller sur un aspect un peu plus personnel qui concerne votre vécu par rapport à ces stages, que ce soit le rythme, les soins que vous avez découverts, les avantages et les inconvénients.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces stages que vous avez déjà effectués en 2e ou en 3e année? Moi, c'est plutôt bien passé. J'ai eu la chance de faire 4 stages en tout qui se sont vraiment bien passés, avec des équipes, alors parfois en sous-effectif, mais généralement, dans tous les cas, j'avais de très bonnes tutrices et tuteurs. J'ai toujours été bien accompagné. Après, c'est pas forcément facile quand tu arrives dans un nouveau service de t'y faire. Il y a souvent une période d'adaptation. Moi, pour mon dernier stage, c'est ce qui s'est passé. J'étais jamais allé à l'hôpital avant. J'avais fait 2 EHPAD et une unité psychiatrique. Je suis rentré dans ce service-là, il y avait 3 branches. Les 3 branches, c'était pour 3 typologies différentes. Enfin, c'était un bazar. Assez impressionnant, oui. Donc, mais je pense que il faut le temps. Et puis après, moi, c'est bien passé. Donc, cette chance-là aussi, quoi. Bon, tant mieux. Alors, les filles, vous qui avez vécu plus de stages, justement, plus de terrain, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire votre expérience personnelle, professionnelle? Moi personnellement aussi, la plupart de mes stages se sont bien passés et je trouve qu'on en tire toujours une leçon. Même quand un stage se passe mal, qu'on est malheureusement mal encadré, en fait on se dit c'est ça que je ne veux plus, et justement on peut s'adapter. Et surtout, ce que j'ai souligné, je trouve que ces dernières années, il y a quand même vachement de professionnels qui s'intéressent au tutorat et qui ont des vraies formations de tutorat, et ça fait toute la différence. C'est très agréable d'arriver dans un stage avec des tuteurs qui te font un bilan d'entrée, par exemple, tout simplement, qui remplissent ta feuille de bilan devant toi. Enfin, c'est des choses toutes bêtes, mais voilà. Et même quand on va dans un stage qui nous plaît pas trop, par exemple, je sais pas, il y a beaucoup d'élèves qui... l'EHPAD, c'est pas trop leur truc, justement, il faut toujours en tirer les bénéfices. Par exemple, en EHPAD, on peut travailler notre autonomie, prendre beaucoup de patients en charge, faire les liens, prendre du temps pour travailler ses projets de soins. Donc, voilà. Au final, chaque inconvénient peut se transformer en avantage, Ouais, même si on part défaitiste, c'est pas si nul que ça, avec le recul. Et même pour aller un peu plus loin sur l'EHPAD, c'est vrai que en fait, tu deviens super autonome parce qu'il y a quasiment pas de médecins dans les structures. Ce sont des infirmiers et infirmières qui font tous les liens, qui prennent les rendez-vous, qui font les plannings, qui gèrent leur service en même temps à côté. Donc, en soi, je comprends que le lieu, c'est pas là où tu vas faire le plus de technique. Par contre, c'est, je trouve, un des lieux où tu peux faire le plus de soins en autonomie, de relations de relationnel. Donc non, franchement, moi, j'avais bien aimé quand même mes 2 stages en EHPAD. C'est vrai que ça en freine beaucoup, généralement, les stages en EHPAD, parce que, comme tu as dit, on se dit « Oh là là, va pas y avoir de technique, je vais rien voir », mais souvent, on est agréablement surpris, et comme tu as dit, on peut travailler plein d'autres compétences, que ce soit le relationnel, l'autonomie, comme tu as dit, Lisa, c'est vraiment parfois les stages qu'on appréhende le plus qui peuvent s'avérer être les meilleurs. Exactement. Parce que non seulement on se pousse au-delà de nos limites, mais en plus les stages parfois qu'on appréhende le plus sont parfois ceux qui se passent le mieux et desquels on tire le plus d'avantages. Parce que non seulement on va au-delà de nos limites, on se dit on va au-delà de nos peurs, si on peut dire ça comme ça. On va à travers ce qu'on ne pensait ne pas aimer pour au final se dire ah c'est pas si mal que ça. Donc il faut tester, il faut tout voir pour choisir, comme on a dit tout à l'heure, ce qui nous plaît vraiment et étoffer le service vers lequel on veut se diriger une fois qu'on sera diplômé, quoi. Et moi, du coup, sur mes 3 ans, moi je vois 3 façons de voir les stages. Il y a des stages qu'on va adorer, on va aller là-bas le matin, on va être super bien, on va être à l'aise, on aura envie de faire. Il y a des stages qui vont se passer bien, normal, c'est un stage qui va paraître plus lambda. On va, par exemple, moi je suis partie en SSR cardio, c'est un stage qui m'a beaucoup appris, mais je sais que je ne travaillerai pas là-bas plus tard parce que ça me correspond pas. Par contre, j'ai eu beaucoup de compétences, j'ai beaucoup appris. Et il y a aussi des stages qui, malheureusement, ça arrive, mais faut pas dramatiser la chose, c'est des stages qui se passent mal. Moi j'ai eu un stage qui s'est pas très bien passé. Maintenant j'ai été bien entourée, j'ai eu la chance d'avoir des formateurs qui étaient auprès de moi quand j'ai demandé de l'aide, qui ont permis de parler à l'équipe et qui a permis que ma fin de stage se passe bien, sereinement,
et pas angoissée, ou ne pas me lever le matin en me disant mince, j'ai pas envie d'y aller. C'est vrai que ça existe et qu'il faut pas, quand on sort de ce stage-là, il faut pas avoir peur de la suite des stages. Il faut pas perdre confiance en soi, il faut pas se dire je ne vais jamais y arriver, je suis pas une bonne étudiante infirmière, on m'a dit ça, on t'a dit ça. Le stage s'est mal passé, malheureusement, ça arrive très souvent qu'il y ait au moins un stage qui se passe mal, mais ça forge aussi. Et comme disait Lisa, c'est ce qui fait aussi qu'après on se rend compte de nos capacités ou peut-être de nos erreurs aussi. Parce que ça peut arriver d'avoir des erreurs que personne ne nous a dit dans le passé et que le jour où on nous les reproche, finalement, ça nous vient au nez, on ne comprend pas parce qu'on n'a pas eu d'explication. Et dans ces cas-là, il faut être professionnel, aller voir les équipes. Je sais que c'est dur, mais aller voir les équipes, leur demander ce qui ne va pas, leur demander un moment avec eux, et si ça ne marche pas, aller voir les formateurs. Ils sont là pour ça, ils sont là pour nous aiguiller, ils sont là pour nous aider. Donc voilà, et en parlant de stages qui peuvent mal se passer, je sais qu'aussi beaucoup de gens ont peur de la psychiatrie. Et quand on aborde le sujet de la psychiatrie, c'est un sujet qui fait peur, c'est un sujet où on nous dit « Mon Dieu, qu'est-ce que je vais voir là-bas? Comment ça va se passer? Je suis trop jeune, je suis qu'en première année, je sais pas faire, on n'a pas eu de cours. » Ok, tout ça, ça compte. Mais la psychiatrie, ça reste important de l'avoir. Parce que vous allez avoir des personnes dans des services qui peut-être un jour vont être mal, pas bien, qui vont être en détresse, qui vont être angoissées, et vous allez vous rendre compte que les capacités que vous allez voir en psychiatrie, qui ne sont pas que des fous, ou ce que vous pouvez penser, On peut entendre, ouais. ce qu'on peut totalement entendre, c'est des gens qui ont juste besoin d'aide. Et le jour où vous êtes dans un service où malheureusement, par exemple, ils vont se faire opérer, ils sont angoissés, et bien ces capacités que vous avez appris en psychiatrie, à savoir écouter, analyser, bien parler, choisir la façon dont vous parlez à la personne, ça va vous aider. C'est vrai. Donc voilà, et les stages en psychiatrie, on n'y va que quand on est majeur. Donc déjà, voilà, on est majeur, on n'est pas, on n'y est pas envoyé mineur. C'est important de le dire parce que certains peuvent se dire j'ai 17 ans, je sors du lycée. C'est ça. Faut attendre, quand on est majeur, on est accompagnant de ces stages. On est aussi prévenu. Il y a des équipes qui sont là pour aussi nous aider, pour pouvoir nous soutenir, et que si on n'est pas dans la capacité de le faire, il faut le dire. Il faut dire, bah moi je me sens pas bien à ce moment-là, j'ai pas envie d'assister à telle ou telle chose, je peux pas. Mais les stages en psychiatrie sont obligatoires, ils sont importants, et on en tire vraiment des bénéfices si on arrive à avoir le bon aspect et qu'on évite peut-être de se focaliser sur des choses qu'on peut entendre, comme il y a que des fous, il y a que des tarés. Ouais. C'est ce qui est dit en général, hein, mais tous les services ne sont pas comme ça. Et comme on dit, il y a des services qui sont spécialisés type addictologie et qui sont hyper intéressants, plein de connaissances. Et généralement, les gens qui sont sortis de ces stages-là, j'en ai eu que des retours positifs. Ou même des gens qui m'ont dit, plus tard, je veux travailler là-bas, j'ai adoré. Donc voilà, faut vraiment pas dramatiser. Et pareil, un stage qui se passe mal, ça peut arriver, mais dans ces cas-là, il faut en parler autour de soi. Il faut pas hésiter à en parler, il faut pas se renfermer, il faut pas avoir peur. Et ça va le faire. Et sinon, en inconvénient, je vous rejoins aussi Théo sur le manque d'effectifs, qui des fois peut arriver. Ça, faut connaître. On est dans une période après le Covid où le manque d'effectifs est vrai. Dans tous les milieux. Hein. J'ai connu ça dans tous les milieux. Où des fois, on va arriver, on va te dire, bah là, je peux pas te prendre en charge, je peux pas faire ça. Oui, on manque une aide-soignante, est-ce que tu peux faire telle chose ou telle chose? Il faut savoir se dire que vous êtes étudiante infirmière. Vous n'avez pas les capacités d'une infirmière, vous n'avez pas les capacités d'une aide-soignante non plus. Même si vous avez votre diplôme, vous n'êtes pas là pour ça. Et que si l'infirmière, ce jour-là, elle n'a pas le temps, par exemple, de vous prendre en charge parce qu'elle est débordée, c'est pas grave. Vous voyez avec un autre soignant, quitte à aller avec une aide-soignante si vous êtes en 3e année, ou même juste rester dans votre coin et faire peut-être des petites choses que vous voulez faire en attendant, vous renseigner sur des livres. Mais le manque d'effectifs, c'est vrai. Et malheureusement, des fois, ça peut nous mettre dans des situations qui sont assez délicates avec une équipe stressée, angoissée et qui met l'angoisse sur nous parce que nous sommes étudiants infirmiers et qu'on les suit toute la journée et que c'est aussi un poids pour eux. Parce qu'on est tout le temps là collés à leur basket et que ça peut être stressant. Malgré nous, au final. Malgré nous. Mais il faut pas hésiter aussi à en parler ou alors à se mettre à l'écart automatiquement et à se dire bon là c'est pas la journée, je me mets à l'écart, je le prends pas pour moi et à avancer. Mais c'est un des inconvénients qu'on peut connaître. Donc ça et le stage qui se passe mal, c'est les deux seuls inconvénients que je puisse voir. Autrement j'ai vu que des bénéfices. Pareil un tutorat. Quand ils connaissent le portfolio, c'est incroyable. Un vrai plaisir. Ils arrivent, j'ai vu des tuteurs arriver, ils avaient toutes les explications de toutes les compétences et ils ont pris peut-être 45 minutes avec moi pour faire quoi. Je trouvais ça incroyable. Prendre toutes les compétences et me dire est-ce que tu as fait ça, demander de marquer tous les soins, demander des conseils à toutes les infirmières et me dire bah ça c'est bon, ça c'est amélioré, mais t'inquiète pas, on est qu'au bilan de mi-stage, on a encore 2 semaines ou 3 semaines. Enfin,
Et vraiment, qui connaissent les compétences, même s'ils sont pas avec toi tout le temps, même s'ils sont pas en soin avec toi tous les jours, mais qui sachent tout ce que tu fais et qu'ils te suivent tout le long. Je suis d'accord, je trouve ça incroyable. Ouais, ça paraît peu, mais au final, c'est super valorisant plutôt qu'on te dise ah bah je sais pas trop ce que c'est, bon bah je te mets à améliorer, hein, on verra ça plus tard, alors que t'as charbonné pour avoir cette compétence. Donc c'est le moment où t'as un peu les boules et je pense que le tutorat c'est vraiment une clé pour les professionnels, non seulement pour eux et aussi pour nous parce que ça n'a pas été évident d'arriver face à un grand classeur bleu et de se dire ok, comment je remplis ça parce que j'ai un peu une grosse évaluation quand même d'un étudiant entre les mains. Comment je remplis ça, quelle case je coche, et je pense que c'est important de souligner que pour nous, en tout cas en tant qu'étudiants, ça fait vraiment la différence et on se sent plus à l'aise et plus valorisé au final quand on a un tuteur ou une tutrice qui sait comment s'y prendre, qui sait comment remplir le portfolio et nos bilans de stage. Et justement, je trouve que c'est super important par exemple quand un stage se passe bien, que on s'entend on s'entend super bien avec certains infirmiers ou certains infirmiers avec qui on tourne, qui ne sont pas forcément nos tuteurs, parce que malheureusement, on ne tourne pas souvent avec nos tuteurs en stage. Par exemple, là, je sors d'un stage, j'ai tourné qu'une seule journée sur 10 semaines avec mon tuteur, et pour autant, ça s'est super bien passé, parce qu'à chaque fois, en fait, je faisais des bilans semaine, et ça, vraiment, faut pas hésiter à en faire en stage. Demander aux soignants avec qui on a tourné par exemple 3 jours d'affilée, ou même juste une journée si ça s'est bien passé, qu'on a fait des nouveaux soins, de remplir une feuille, de nous faire valider nos soins, de nous faire même valider des compétences, parce que comme ça on arrive beaucoup plus serein en fait au bilan de stage et au bilan de fin de stage, et on peut prouver tout ce qu'on a fait et ce qu'on vaut en fait. C'est vrai que ça, vas-y Théo. Et même pour aller plus loin, en soi, la fiche de soins c'est super important, il faut vraiment faire une... Quitte à la créer. Ouais, vous la créez vous-même, vous faites 3 colonnes, une pour vos soins, une de vos objectifs et un truc et les choses à améliorer. Et vous les faites remplir à chaque fois que vous faites un nouveau soin ou un soin que vous ne maîtrisez pas encore. Et ça permettra, comme disait Lisa, si votre tuteur il vous a pas suivi ou il vous a pas vu faire, au moins derrière vous avez la trace écrite qu'un professionnel qui vous a encadré et qui est apte à ça le valorise et vous dit que c'est bien fait. Quoi. Et ça va la faire signer aussi. C'est vrai que ça me paraît bête, mais moi quand on remplit, je demande à avoir les initiales de la personne parce que ça montre aussi que c'est cette personne-là à ce moment-là qui a signé et que même si elle n'est pas là le jour J avec moi pour mes bilans, elle a signé, donc c'est elle qui a marqué, et généralement ils reconnaissent la signature de leurs collègues, c'est pas, voilà. Mais c'est vrai qu'il faut penser à faire signer, parce que c'est important, ça prouve quelle infirmière vous avez vu ce jour-là, surtout c'est aussi sur 3 jours, elle vous a vu 3 jours faire tel soin, et c'est super important, 3 jours c'est long, 3 jours ça permet de vraiment voir le développement d'étudiants, donc c'est hyper important de faire signer, et quitte à créer la feuille, ça montre aussi votre implication, le vouloir faire, le vouloir, et des fois les tuteurs, ça va arriver, qu'ils reprennent la feuille, en disant on va la garder et on fera ça pour le prochain étudiant. Et c'est là qu'on voit l'évolution aussi. Garder ma feuille en me disant on va la garder et on la donnera au prochain étudiant parce qu'on va trouver ça super ce que tu as fait et ça nous servira dans le futur. Et c'est vraiment là qu'on voit l'évolution et c'est comme ça d'ailleurs que les stages après deviennent meilleurs et les tuteurs meilleurs par la même occasion. Et c'est vrai que cette feuille-là, c'est un très bon support. Et en plus pour nous, parce que des fois les stages et les journées passent très vite, et de se dire, une fois qu'on est arrivé au bilan intermédiaire, alors attends, qu'est-ce que j'ai fait comme soin la toute première semaine ? Des fois c'est un peu compliqué, on a juste à reprendre cette feuille-là et se dire, ah bah oui, j'ai fait ça. Et comme vous disiez, faire signer, c'est super important pour pas que ce soit un peu une parole dans le vent, parce que ce qu'on peut entendre souvent aussi, c'est, ah bah oui, t'as marqué ça, mais qui t'a vu le faire ? Et parfois les collègues aussi oublient et se disent bah non, moi je t'ai pas vu là-dessus, alors qu'ils étaient présents finalement. Donc c'est assez frustrant de se dire. Certains sont de mauvaise foi et ne veulent pas te valider tes actes. C'est ça, il y a ça aussi, donc vraiment garder une traçabilité et la preuve, si on peut dire ça comme ça, que vous avez fait ce soin. Et comme vous disiez, si c'est par exemple sur 3 jours, c'est long. Le premier jour ça peut être à améliorer ou non acquis, et le 3e jour ça peut être acquis. Donc vraiment voir l'évolution et pas rester sur le non acquis du premier jour qui aura un impact sur le bilan final, alors qu'au final ce soin, cette compétence-là, vous l'avez validée, c'est juste qu'elle n'était pas tracée. Donc ce qui serait dommage, et c'est vrai que c'est un bon support pour les étudiants si vous voulez la faire. Je sais que nous à l'IFSI, il me semble qu'on en a une à disposition pour nos soins, mais je pense que comme vous disiez, juste faire un tableau Word, c'est très simple, c'est très rapide, ou même sur une feuille blanche, d'écrire la date, le soin effectué, qui vous a vu dessus. La date aussi, c'est important, parce que la date aussi, on dirait pas comme ça, mais la date et la signature prouvent le moment. En plus, vous pouvez regarder sur le planning, parce que ces personnes-là, du coup, auraient été en même moment, en même temps que vous.
Donc il y aura la date et le nom. Donc en soi, votre feuille, elle sera juste complètement valable. Et elle prouvera aussi vos compétences. Et même s'il y a eu un doute de la part du tuteur à un moment, ce qui peut être normal, un doute de est-ce que tu as fait le soin ? Oui, je l'ai fait telle date avec telle personne. Et ça prouve. Et même ce que vous avez pu observer aussi. Par exemple, vous êtes parti voir, vous êtes parti faire une intervention, une opération ou un soin ou n'importe quoi. Vous avez vu telle chose, donc vous êtes aussi intéressé. Ça montre aussi votre investissement dans le service. C'est ça. Ça compte. Une observation et un soin, ça compte. Parce que si tu as observé le soin, ça veut aussi dire, par exemple, au bilan des stages, je sais pas, on a observé une transfusion. Et ben ça veut dire peut-être que pour les 3 semaines qui restent, le tuteur il va dire bon, bah, j'aimerais que ton objectif pour tes 3 prochaines semaines, c'est que tu fasses une transfusion. Parce que vu que tu l'as vu et tu l'as observé, il se dira bon, c'est pas débutant. Et si, par exemple, tu te retrouves avec lui le lendemain, bon, bah là, je sais que moi, j'ai vu en ta connaissance ce que tu as observé. Maintenant, j'aimerais que tu fasses ce soin. Et c'est là aussi qu'on voit l'évolution et qu'ils vont nous faire confiance. Parce qu'ils vont se dire, elle l'a vu avec plusieurs personnes, c'est signé. Maintenant, on va pouvoir mettre en pratique. Et la pratique, c'est là où vous allez faire vos soins, comme vous dites, propres, stériles, ou en tout cas de compétences infirmières. Mais il n'y a pas que les soins techniques, en fait. On a tendance à faire remplir cette feuille avec les divers soins techniques. Mais il ne faut pas oublier les autres compétences en stage. Donc, dès que vous faites un soin de nursing ou même un soin relationnel, tout simplement, un entretien avec un patient, n'hésitez pas à faire remplir cette feuille. Et comme ça, bah, il n'y aura pas que la compétence 4, par exemple, qui sera remplie au bilan du stage. Même il y a l'éducation thérapeutique. Il y a vos projets de soins, même quand vous faites des recherches. Montrez que vous vous intéressez au protocole du service. Enfin, il y a plein de petits tips qui font que... Oui, ça va être la réflexion. C'est valorisant aussi pour les étudiants de dire bon bah là je suis entré dans le service, je savais pas faire ça et puis au bout de à la fin du stage bah, c'est marqué que je sais faire, donc d'un point de vue personnel aussi c'est valorisant. Et ça va de la réflexion de lit au carré à la transfusion, comme tu disais Romane, en passant par les documents. C'est vrai que c'est hyper varié et il faut vraiment marquer tous les soins parce que c'est ce qui nous valorise le plus et qui montre que nous, on n'est pas juste intéressé par les soins techniques dont on rêve beaucoup forcément quand on devient étudiant infirmier ou future infirmière. C'est ce qui nous fait un peu rêver en mode « Ah, c'est trop bien, je vais faire une transfusion », mais il faut noter tout pour vraiment garder une trace et de montrer qu'on est intéressé par tout aussi et pas seulement ces soins plus techniques. Bah, c'est ça, surtout que si par exemple on vient à la transfusion n'est pas qu'un acte où on va pouvoir donner du sang, ça va être aussi plein de papiers à remplir. Et si tu n'observes pas avant comment faire, et bah le jour où tu vas dire oui je sais faire, non tu ne sais pas faire. Et là par contre, c'est là où tu vas pouvoir malheureusement peut-être décevoir ton tuteur et toi-même parce que tu vas dire oui alors que non tu ne sais pas le faire et que malheureusement après tu vas dire oui mais non mais j'ai dit non parce que tu n'as pas observé avant alors que tu aurais pu peut-être juste observer. Donc c'est bien important de savoir faire ça ou même de créer par exemple sur l'éducation thérapeutique. Tiens aujourd'hui si je vais apprendre à mon patient à prendre une tension manuellement parlant. Tu lui as créé ton éducation thérapeutique et en plus elle va être validée parce que tu l'auras dit à ton formateur et qu'il va te voir. Calcul de dose, est-ce que tu peux me faire des calculs de dose ? Je te les fais pour te prouver que je sais les faire. Bah, tout ça, c'est valorisant pour soi-même et c'est vous qui l'aurez fait. Donc voilà. Ok, donc si c'est bon pour vous pour cette partie-là, je vais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, Romane, un point que tu as abordé. C'est concernant la situation de certains hôpitaux, la situation actuelle, donc que ce soit la crise sanitaire ou tous les autres soucis qu'on entend ou auxquels on est exposé. Donc je prends l'exemple, comme tu disais, des sous-effectifs dans les équipes, pas mal de surmenage. Est-ce que ça a impacté votre formation ? Vous y avez un peu répondu tout à l'heure, mais est-ce que ça a affecté vos stages ? Et si oui, quelles ont été vos difficultés ou à l'inverse, ce que vous en avez tiré finalement de ces situations plus compliquées ? Perso, ça a pas mal impacté mes stages de façon différente. Par exemple, par moment en stage, on pouvait me demander de faire un week-end en fait, et on se rendait compte avec ma tutrice que c'est parce qu'il n'y avait pas d'aide-soignante dans le secteur et que du coup je devais prendre la place d'aide-soignante. Sauf que sur ce genre de moment, sur ce genre de situation, il ne faut vraiment pas hésiter à avertir quelqu'un, que ce soit la tutrice de stage avec qui on s'entend bien, un soignant de stage ou même un formateur, parce qu'au final, personnellement, dans la plupart des situations, j'ai toujours réussi à m'en sortir et il y a toujours eu quelqu'un pour me défendre. Je me souviens encore d'un de mes tuteurs qui disait mais en fait nos étudiants c'est pas de la main d'œuvre et je trouve que cette phrase est tellement belle parce qu'on a tendance, c'est vrai, à nous prendre pour de la main d'œuvre ou même des fois on entend des cadres dire oh les étudiants on veut vous voir avec un gant de toilette dans la main,
Mais par exemple, des fois, on n'a pas le temps en 3e année, quand on prend tout le secteur en charge, C'est ça. on pourra plus faire de toilettes et c'est pas pour autant qu'on n'aime pas notre rôle propre. Mais du coup, en fait, le seul conseil que j'aurais à donner, c'est vraiment d'avertir quelqu'un, et il y aura forcément une personne avec qui vous entendez bien, qui pourra vous défendre, et tout se passera bien. Et oui, c'est dur le manque d'effectifs, mais malheureusement, c'est aussi ce qui nous attend demain. Donc, Aussi, ouais. des fois, c'est bien de le vivre en stage, parce qu'au moins, des fois, on se rendra compte que quand on est d'après-midi, par exemple, à l'hôpital, on prendra pas un secteur, mais un secteur et demi en charge, parce qu'il manquera une infirmière d'après-midi. Mais au final, on voit qu'il y a... j'ai pu remarquer personnellement dans mes stages que du coup, il y a beaucoup de cohésion entre les soignants. Et du coup, ça fonctionne plutôt bien à chaque fois. Voilà. Non, ça va. Et oser dire non aussi, Ouais. comme tu disais, quand on vous propose des choses comme ça, c'est pas proposer, des fois c'est vraiment pas mettre le couteau sous la gorge, mais de bien faire comprendre qu'on est en sous-effectif, on a besoin de toi. Sauf qu'il faut pas oublier qu'on est étudiant, qu'on ne sait pas tout, et qu'au niveau de la prise en charge de nos patients, même si c'est notre rôle propre et qu'on est arrivé en 2e année, en 3e année, qu'on a un peu d'expérience et qu'on sait comment ça se passe, c'est impressionnant d'arriver dans un secteur qu'on connaît parfois pas, parce que de passer d'aide-soignant, si on a travaillé, je prends l'exemple de l'EHPAD, c'est pas du tout pareil qu'être aide-soignant en chirurgie. La base est la même, mais l'expérience fait que c'est plus délicat, donc il faut pas hésiter à dire non, et comme tu as dit Lisa, à avertir quelqu'un qui pourra vous défendre, parce que c'est un droit en tant qu'étudiant de refuser. Non, j'ai pas envie d'être professionnelle tout de suite, même si on est les premiers peinés au final qui sont en sous-effectif, parce qu'on le voit, on le constate en stage, on est les premiers embêtés, mais parfois on ne peut pas ou on ne veut pas, et c'est pour ça qu'il faut, comme tu as dit, parler à quelqu'un, oser dire non, et c'est comme ça qu'on peut mieux s'en sortir. Je vais même aller plus loin en fait. C'est comme disait Lisa, on n'est pas de la main d'œuvre, et si par exemple c'est un infirmier ou un AS qui vous demande d'aller aider un autre service ou de faire AS pour la journée par exemple, si jamais ça n'impacte pas votre stage, vous pouvez donner un coup de main, mais si ça l'impacte, vous allez voir la cadre, et si la cadre ne se bouge pas, c'est l'IFSI. Et si c'est directement la cadre qui vous demande et que vous ne pouvez pas parce que vous n'êtes pas là pour ça, là c'est l'IFSI aussi directement, et la cadre elle n'aura rien à redonner. Je vais même plus loin encore, parce que je vais aller à l'encontre de ce que tu as dit, mais quand on me propose, c'est non. Pourquoi c'est non? Parce que, imaginons vous êtes dans un autre service, c'est la cadre qui vous a demandé. Déjà de 1, vous n'êtes plus à charge de votre tuteur. Moindre problème, c'est pour votre pomme. Et vous êtes dans un autre service, il se passe le moindre chose avec une patiente, vous loupez pour quelque chose, vous loupez pour un soin, vous déperfusez quelqu'un, n'importe quoi. Et il avère que le patient a des conséquences de ce geste-là. Vous serez fautif. Parce que ça peut aller très très loin. Donc si on vous propose d'aller autre part, c'est non. Vous êtes étudiant infirmier, vous êtes sous la charge d'une personne ce jour-là qui vous a été attitrée, vous n'avez pas le droit normalement de partir de ce service pour aller aider pour un boulot des soignants, parce que à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas la cadre, la cadre va prendre, mais vous allez perdre votre métier. C'est ça. Et ça serait malheureux de perdre le métier parce que vous n'avez pas osé dire non. Alors qu'à ce moment-là, vous étiez en droit de dire non, et que quand vous avez pris la décision d'aller dans ce service tout seul, bosser en tant qu'aide-soignant, vous avez pris aussi la décision de vous mettre un couteau sous la gorge. Parce qu'un moindre problème, ça sera aussi vous qui aurez dit oui, même si ça peut être forcé ou autre, je peux comprendre. Ou que c'est de bon cœur. Ou c'est de bon cœur aussi, parce que des fois ça peut être de bon cœur. On voit, où on se dit, s'ils sont en aide, j'ai besoin de les aider. Oui, mais s'il arrive quelque chose et que tu n'avais pas la compétence à ce moment-là pour pouvoir régler le problème, ou en tout cas essayer de sauver un peu la situation, tu auras mis ton diplôme en péril, parce que même si c'était pour quelque chose de bien, mais sur 6h30 à 14h30, 13h45 à 21h45 ou autre, tu es étudiant infirmier sous la charge de ton tuteur ou de la personne qui te prend en charge à ce moment-là. Tu n'es pas aide-soignant. Et ça, il faut bien le retenir, parce que c'est déjà arrivé à des étudiants, et malheureusement, c'est arrivé aussi à des situations qui débordent. C'est arrivé aussi à des étudiants où ils se sont retrouvés la cadre a été avec des paroles très dures envers eux, et ils se sont retrouvés à appeler l'IFSI en pleurs en disant la cadre m'a dit ça, je fais comment? Tu as eu raison de dire non. Et d'ailleurs, on nous apprend en cours. En 3e année, on l'a vu. Début de 3e année, on a eu 4 heures dessus, où on nous a clairement dit de dire par A plus B, non. Et le but, c'est pas de faire peur, mais on peut être la personne la plus compétente qui soit pour notre sécurité, que ce soit la nôtre ou celle des patients. C'est vraiment important, et c'est pas facile d'oser aussi, dire non. C'est ça, oui. Il faut pas oublier qu'il y a le patient en face.
Mais d'oser dire non, au final, c'est pas forcément évident, mais comme tu as dit, c'est quelque chose que vous voyez plus tard dans la formation, mais c'est quand même essentiel pour ne mettre personne en danger et ne pas risquer non seulement de perdre notre profession, notre diplôme, mais de pas tuer quelqu'un non plus. Tuer, c'est peut-être tiré par les cheveux. Bah, Ça peut arriver, ça peut arriver, voilà. c'est le cas extrême, mais si on minimise un peu plus, juste créer des complications, ça va du petit hématome à la mort, au final. Bah, si dire ça on comme nous ça. l'apprend et qu'on nous fait des mises en situation Bah ouais. en 3e année, on nous fait des mises en situation, on nous met dans la situation. Et on nous met face à une cadre qui est très rude et nous dit qu'on va le payer lors de notre stage. On nous fait vraiment une situation qui est réelle. Et bah, si on nous met en situation, c'est qu'on doit retenir une leçon de ça. On ne nous mettrait pas autant en valeur durant notre début de 3e année si c'était pas considéré comme quelque chose d'important ou quelque chose qui était déjà arrivé. Parce que généralement, quand on met en situation quelque chose ou quand on met un cours dessus, c'est que ça s'est déjà passé dans le passé. Et que le but, c'est que ça ne se reproduise pas dans le futur pour justement éviter de mettre en danger le patient, éviter de mettre vous en danger. Et tout ce qui va avec le service aussi. Et justement, pour rassurer ceux qui écoutent un petit peu, parce que ça peut faire un peu peur dit comme Oui. ça, donc comme tu as dit, on est accompagné là-dessus, on ne nous jette pas dans la bouche du loup en disant ok, vous allez aider les services, vous allez devoir apprendre à dire non, que ce soit en première année, en 2e année. Quand on est timide ou juste tout simplement quand on n'ose pas, comme on a dit tout à l'heure, c'est impressionnant, mais on aura des cours dessus, on sera accompagné pour réussir à ne pas se retrouver dans des situations compliquées, se retrouver les fesses entre deux chaises, si on peut dire ça comme ça, en disant j'ai envie d'aider, mais d'un autre côté j'ai pas envie de faire une boulette non plus. Mais c'était quand même important de le souligner que le manque d'effectifs, ça peut avoir un réel impact sur notre formation, en tout cas en stage. Est-ce que vous avez d'autres points à aborder par rapport à ces difficultés que vous avez rencontrées lors de vos stages ou des points positifs d'ailleurs? Dernier petit que point vous avez pour revenir à ce tiré. qu'a dit Lisa et après je te laisse parler. Pour revenir aux sous-effectifs et Covid. Moi j'ai eu les deux liés en première année, premier stage, premier jour. Bah, vraiment tout premier jour. Je suis arrivée dans un service en rhumato. Donc un service qui était plutôt pour en première année, un bon service qui était à l'hôpital Sud. Premier stage, Voilà, ça, premier ouais. stage, la pression. Enfin, Et vraiment, énervé le voilà. stage. Vraiment là, je suis arrivée dedans, j'avais la pression. Et j'arrive, j'ai même pas eu le temps de me présenter. On m'a dit, t'es étudiante d'infirmière, ah super, est-ce que tu peux venir faire un lit avec moi, une toilette et tout là? Non, j'avais jamais fait de lit, j'avais jamais fait de toilette. Je savais pas ce que je faisais. J'ai suivi l'infirmier, j'ai rien compris. J'ai juste fait. Et tout ça parce qu'il y avait un sous-effectif, ils étaient débordés. Et moi, première année, premier stage en rhumatologie, perdu, j'ai suivi. Mais totalement. Et heureusement. Bah non, mais j'ai suivi et quand à un moment je savais pas faire, j'ai dit est-ce que tu peux juste me montrer s'il te plaît parce que c'est mon premier jour. Et en même temps, on a eu, c'était période Covid, première année, c'était il y a 2 ans, des patients qui étaient Covid. En tant que première année, nous on nous avait dit qu'on n'avait pas le droit de prendre en charge des patients Covid. Normalement, t'as pas le droit. Normalement. Ce qui s'est passé, j'en ai pris 3 en charge. Donc pas 1, mais 3. Et 3 où on me laissait aller seule dans la chambre, m'habiller et tout. Donc ce qui était déjà de 1, j'étais pas le droit. De 2, j'allais à l'encontre de tout ce qu'on pouvait me dire. Mais en même temps, c'était mes patients, on me les avait mis à charge. Moi, je voulais pas dire non. Et puis du coup, j'y suis allée. C'est ça. Mais ça m'a aussi appris après que c'est pas parce qu'il y a un sous-effectif, c'est pas parce qu'il y a du Covid et que même des soignants, des fois, ne voulaient pas aller dans la chambre par flemme de s'habiller. C'est possible, hein. Ça m'arrivait. Hein. Oh, j'ai pas envie, tu veux pas y aller, c'est pour aller prendre une tension. Oui, c'est mon patient, mais non, je suis pas un chien. Voilà, c'est peut-être vrai, mais c'est voilà, c'est pas parce qu'il y a le Covid, c'est pas parce qu'il y a les membres sous-effectifs que vous êtes un soignant. Vous êtes en première année, premier stage, vous arrivez dans un service qui est grand, vous êtes perdu. Dans ces cas-là, il faut savoir dire bah écoute, moi je suis qu'en première année, je viens de commencer. Est-ce que je peux déjà voir les bases, observer la première semaine. On insiste, mais on est étudiant, on est encore en train d'apprendre. Et première année, premier stage, ça secoue. Hein. Moi, je m'en souviens encore. Première année, premier stage, quoi. C'est... Surtout quand tu sors du lycée, t'as 17, 18 j'ai ans. fait toilette, un au carré, c'est quoi Ça se trouve, même sans ça, t'étais jamais dans les trucs, dans les études de santé ou paramédicales. Par exemple, protéger un patient, ça veut dire son intimité. Qu'est-ce que j'en savais, quoi? Tu fais une toilette, de mettre des barrières. De mettre des barrières. On n'a pas le réflexe au début de remettre les barrières ou baisser le lit. Donc non, on est en première année, on n'a même pas l'équivalence du diplôme d'aide-soignant, non. C'est en première année, c'est pas parce qu'il y a un sous-effectif et tout, il faut souffler. Et même si le premier jour, au pire, c'est un peu secouant, le deuxième jour, on arrive en disant, écoutez, premier jour, moi, j'ai été perdue, totalement perdue. Maintenant, est-ce que je peux juste observer, suivre une aide-soignante et apprendre les bases? Parce que vraiment,
Bon, c'est pas parce qu'il y a un manque d'effectifs, c'est pas parce qu'il y a le Covid avec des chambres où oui, c'est chiant d'y aller, il faut s'habiller, que Ça justifie tout. Voilà, c'est pas possible. Il faut vraiment dire aux soignants et pas hésiter. Je sais que c'est dur de dire sa voix. Je sais que se placer en tant qu'étudiant, c'est extrêmement dur. Dans l'équipe, être trop, mais pas trop. Être là, mais pas trop là. Savoir s'intégrer, mais en même temps, pas être trop intégré. C'est super dur. Je pense que c'est un des trucs les plus durs à faire en tant qu'étudiant infirmier. Sûrement, ouais. Mais en même temps, il faut savoir dire aussi quand vous n'en êtes pas capable. Ou quand vous savez pas. Ouais. Parce qu'on peut pas tout savoir, on n'a pas la science infuse et que malheureusement, le Covid est uniquement de sous-effectifs. Faut pas avoir honte même de pas savoir faire un soin. Même quand on entend par exemple certains copains de promo qui ont tous fait un soin et que nous on l'a jamais fait ou qu'on le maîtrise pas, ben on s'en fout en fait. Enfin, c'est ça. On n'est pas tous égaux en fait et ça se trouve il y en a qui vont être hyper à l'aise sur la pose de son à demeure et qui vont être beaucoup moins à l'aise sur sur une prise de sang par exemple tout simplement. Oui, chacun fait son petit bout de chemin au final et va à son rythme. Même en tant qu'infirmière, j'ai des infirmières qui étaient diplômées et qui m'ont dit écoute, je pense que tu sauras mieux faire que moi, j'ai jamais fait de transfusion. Oui, on peut pas avoir tous les soins en 3 ans. Et vous verrez elle l'avait jamais fait et pourtant c'était pas quelque chose. Elle m'a dit je te suis en même temps que tu as fait tes cours et en même temps moi je vais apprendre en même temps que toi et j'en ai jamais fait. Ça arrive. C'est fou. Et vous verrez que pendant votre formation, en fait, il y a la compétence 10 où on est censé encadrer d'autres élèves. En fait, vous vous rendrez compte que vous n'allez pas encadrer seulement des élèves, mais parfois des soignants aussi. Oui, et surtout, même des remplaçants, enfin, surtout en 3e année, ça arrive beaucoup. Oui. Quand on nous met par exemple même de nuit, maintenant le monde de la nuit manque de personnel. Et des fois, on se retrouve à encadrer des dizaines de soignants dans un même stage. Ouais. Personnellement, j'ai fait 2 semaines de nuit lors de mon dernier stage et j'ai dû encadrer peut-être 5 infirmières différentes qui en fait étaient intérimaires et qui n'étaient jamais venues dans le service. Et justement, c'est super gratifiant et ça donne vraiment confiance en soi. Même du pool. Moi, j'ai du pool qui vient dans mon service et des fois, m'arrivaient, m'ont dit je sais pas comment ça marche. Et j'ai dit au pire, je suis cliente infirmière, je me mets en binôme avec toi et on fait les choses à 2 et je t'explique. Et pourtant, c'est du pool, ça bouge, mais elles savent pas tout, elles ont pas la science infuse, des fois elles viennent d'arriver. Et du coup, t'es là, soit ça fait 8 semaines que t'es là, tu connais bien le service, tu vas encadrer. Et comme elle disait, c'est hyper gratifiant de se dire, là, tu te rends compte de tes capacités, de tes compétences. C'est ça. Quand tu fais les choses et que tu te dis, je peux répondre à ça, même la maîtrise des dossiers des patients, les liens. Et à la fin, elle sort de ses stages, ça m'est arrivé, là, aujourd'hui même. Je suis sortie d'une journée où j'étais dans un service où j'étais pas de base, elle m'a regardée, elle me dit moi je doute pas pour toi, tu seras une super infirmière. Elle me dit je t'ai vu 7 heures et je ne douterai pas de tes capacités, tu seras une super infirmière. Et ça, je vous jure, vous ressortez le sourire aux lèvres, vous avez un Google alors. Elle se la pète un peu. Ouais, je me la pète. Mais c'est bien de se la péter. C'est là que je me dis mes 3 ans, mes 3 ans, mes 3 ans, parce qu'on me dit que je vais être une super infirmière alors qu'on m'a vu que 7 heures. Enfin, le travail paye. Vous verrez qu'en 3e année, au final, on a peur du côté où on doit être professionnel, on doit prendre tout un secteur en charge, mais vous verrez qu'au final, c'est hyper gratifiant. Les bilans de stage, on en fait tellement moins un pataquès. Enfin, des fois, quand on discute avec Romane, des fois, limite, on est autour d'un verre, on se dit « j'ai mon bilan de stage demain ». Alors qu'en première année, on était là, est-ce qu'on va valider beaucoup de compétences ou pas? Alors qu'en 3e année, on est un jour comme un autre. Elle est là, tu stresses? Non, je sais déjà que j'ai validé ça et ça. Et quand on sait qu'on a validé, ça veut dire aussi qu'on reconnaît nos propres compétences. Mais c'est fou. Et c'est là, la première année on panique, 3e année, on se dit on a notre service, on a géré nos choses, on a su avoir confiance, de l'autonomie, de l'adaptation, de l'organisation. Et tout ça, à la fin, c'est mis sur une croix et on se dit juste, ok, moi je suis prête à être infirmière. Je suis prête à prendre soin des patients et je vais être l'infirmière que je souhaite être. Et sur ces belles paroles rassurantes, je vous remercie tous les 3 pour vos réponses et j'espère que ça aura pu éclairer quelques étudiants ou futurs étudiants en soins infirmiers sur ce qui constitue une majeure partie de notre formation. Si cet épisode vous a plu, on vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à aller écouter notre premier épisode disponible sur Deezer, Spotify et YouTube. Et n'hésitez pas à nous faire vos retours et à nous suggérer des idées de thèmes que vous souhaitez que l'on aborde. Et on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux épisodes. Merci de nous avoir écoutés. C'était Pensez-y. N'hésitez pas à liker le podcast. Un pouce. Bisous. Bisous.